Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Mes très chers amis, bien le bonjour, c'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne Ceci Info 91, chaîne destinée aux mâles et aux non-voyants, fondée par notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée à vous informer sur une foule de sujets variés. Encore une fois, Alain et moi, nous demandons votre aide afin que, si cela ne vous dérange pas trop, cela prendra que quelques minutes de votre temps, peut-être une ou deux fois par semaine. Nous aimerions que vous publiez le lien de la page principale de la chaîne Ceci Info 91 YouTube sur vos murs de réseaux sociaux et ainsi aussi dans vos emails, d'en parler à vos amis. C'est tout ce que nous vous demandons. Merci d'avance. Gérontologie, senior, psychologie et proche aidant numéro 1. Au sommaire section 1, la pratique du Tanadoula en fin de vie section 2, mort brutale, de l'inacceptable à la résilience section 3, dette positive, découverte d'un nouveau mouvement section 4, les bases de l'accompagnement du deuil section 5, films et séries qui traitent du deuil et de la mort section 6, les besoins psychiques des personnes âgées pour garder le moral. Début de la section 1, la pratique du Tanadoula en fin de vie. Pour de nombreuses personnes, le terme doula se réfère à l'accouchement, mais saviez-vous qu'il pouvait également être associé à la fin de vie et au deuil? Le Tanadoula, ou doula de fin de vie, est un professionnel en mesure de répondre aux besoins des patients en fin de vie et de leurs proches. Explication. Qu'est-ce qu'une Tanadoula, ou doula de fin de vie? Dans la plupart des pays occidentaux, la mort est un sujet tabou. Pourtant, évoquer la mort avec la personne en phase terminale et ses proches peut les soulager tous deux et contribuer à ce que les souhaits ultimes soient honorés. C'est justement le rôle d'une Tanadoula. Ce professionnel non médical propose d'accompagner les personnes en fin de vie et leurs familles dans leurs derniers instants, en leur apportant non seulement un soutien psychologique, mais aussi en les aidant à organiser des funérailles personnalisées. Son but est aussi d'offrir au cercle familial proche l'opportunité de se réapproprier ce moment de vie, en contribuant à soulager sa peine et en l'aidant à entreprendre le travail de deuil. La doula de fin de vie doit être formée afin de pouvoir exercer ce métier, répondre aux besoins de ses patients et avoir la capacité d'aborder avec eux des questions délicates. Elle doit aussi disposer de certaines qualités humaines, comme l'empathie, la bienveillance, la compassion et l'écoute. Il n'existe néanmoins aucune certification officielle. La Tanadoula peut intervenir aussi bien à domicile, qu'en maison de retraite ou en milieu hospitalier. Un concept vieux comme le monde. Pour retracer l'histoire des doulas, il faut remonter à la Grèce antique. À l'époque, le terme faisait uniquement référence au soutien moral et pratique apporté aux femmes enceintes, durant l'accouchement et par la suite. Il ne s'agissait pas de sages-femmes à proprement parler, mais plutôt de femmes expérimentées ayant déjà donné la vie. S'il a fallu attendre les années 2000 pour véritablement entendre parler du concept de Tanadoula, ce dernier est lui aussi très ancien. En effet, des personnes ayant accompagné des personnes en fin de vie en aident d'autres à traverser cette épreuve, en leur procurant du soutien et de la compassion, et ce, depuis toujours. Pour autant, à l'heure d'aujourd'hui, si les doulas de naissance sont parvenus à se faire une place dans la société, le recours à une doula de fin de vie peine encore à se démocratiser, malgré différentes formations qui émergent à travers le monde. Tout cela évolue doucement, mais sûrement, et il y a fort à parier qu'à l'avenir, de plus en plus de personnes souhaitent reprendre le contrôle sur les décisions qui concernent leur vie et leur mort.
Une pratique encore marginale en France dans l'Hexagone, il est plutôt complexe de trouver une tanadoula, rares étant les personnes habilitées à accompagner la fin de vie. La profession n'en est qu'à ses prémices. Néanmoins, certains organismes proposent désormais des formations pour devenir tanadoula, preuve que cela évolue. A contrario, le métier est en pleine expansion dans d'autres pays, comme aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, en Australie et au Mexique. De son côté, la Suisse vient de lancer une formation certifiante de doula de fin de vie. La pratique, qui contribue à faire reculer le tabou de la mort et du deuil, devrait donc progressivement s'imposer sur le territoire national. Fin de la section 1. Début de la section 2. Mort brutale, de l'inacceptable à la résilience. Partir de sa belle mort est une expression usuelle lorsque la mort fut douce et a fortiori lorsqu'elle survient à un âge avancé. Elle était prévisible, attendue même parfois. Personne ne songerait à cette expression lorsque la mort a été provoquée par un accident, un suicide ou toute cause inattendue. Une sensation d'inachevé, des vies interrompues, la mort violente d'un proche n'a jamais été envisagée et provoque donc une submersion de questions, de rejets et de regrets. Pourquoi lui? Pourquoi si tôt? A-t-il souffert? Tant de questions aux réponses improbables. Nous avions encore tant de choses à vivre ensemble, l'avenir s'arrête, non seulement notre avenir commun mais plus largement le nôtre. La mort violente pétrifie les proches du défunt comme si la seule issue pour prolonger la vie était de la suspendre. Savait-il à quel point nous l'aimions? Lui avions-nous assez dit? Point. Tous ces regrets se cristallisent dans l'absurdité d'un adieu impossible. Mais il y a aussi les conflits non réglés qui deviennent désormais insolvables et que l'on regrette de ne pas avoir dissipés avant. L'accumulation de ces difficultés rend le deuil particulièrement complexe, à tel point qu'il n'est pas rare que les proches freinent l'organisation des obsèques sous divers prétextes comme l'hypothétique respect des dernières volontés qui de fait n'ont pas été exprimées. Cette sensation d'inachevé tente de prolonger la vie du défunt, refusant son départ et rendant d'autant plus difficile le démarrage du deuil. Entre culpabilité et colère, deux étapes à surmonter. C'est ma faute, je n'aurais jamais dû lui acheter ce vélo, ou c'est moi qui lui avais demandé de sortir acheter le pain. Face à l'impuissance, à la sidération, l'autoculpabilisation est un recours commun qui peut être assorti de la culpabilisation d'un élément extérieur. Il peut s'agir tout autant d'en vouloir aux automobilistes, à Dieu ou au destin. Quel que soit le réceptacle de cette colère, il s'agit d'affronter l'impossibilité de donner un sens à cette mort violente. Cette culpabilité, orientée vers soi ou vers les autres, peut se traduire en agressivité autant vers soi que vers les autres. Cette agressivité marque la difficulté à pardonner, soi ou les autres. Mais pardonner de quoi? Pour pardonner un acte, il faut le connaître avant tout. Lorsqu'il s'agit d'un accident causé par un automobiliste ivre, si le pardon est difficile et ne se fera peut-être jamais, il est malgré tout une voie possible, une voie qui pourrait avoir un sens. Mais se pardonner à soi-même d'avoir demandé de ramener du pain est beaucoup plus complexe et nécessite un travail de longue haleine, un travail de retour à la réalité au cours duquel celui qui se sent coupable pourra non pas se pardonner, mais comprendra qu'il n'a pas à se pardonner puisqu'il n'est pas coupable. Le retour au réel, se réconcilier avec la vie. L'émergence d'une mort brutale déstabilise tout son être, toutes ses perceptions. Elle exacerbe l'évidence que tout peut arriver à tout moment. Mais dans cet état de sidération, c'est surtout, voire exclusivement le pire qui devient envisageable à chaque instant, pour soi comme pour les autres. Adieu les certitudes, la croyance en l'avenir, tout cela vole en éclats. Quel sens peut avoir l'avenir s'il est si fragile? Ce difficile et pessimiste constat ne sera contrebalancé que par l'apaisement qui surviendra au cours du travail de deuil. Ce travail de deuil permettra de cicatriser les plaies engendrées par cette mort brutale, d'en apaiser les douleurs associées et de retrouver un rapport au réel plus équilibré. Certains céderont en sublimant une notion de destin, ou en acceptant les mystères de la vie, donc de la mort. D'autres adopteront une démarche de résilience visant à contrecarrer ou à lutter contre les causes de l'accident de leurs proches. Dans tous les cas, le choc provoqué par une mort violente rend le travail de deuil plus complexe, et même si à ce stade vous ne croyez pas pouvoir en sortir, sachez que cette sensation est naturelle en phase de sidération, mais que le travail de deuil fera son ouvrage, même si un accompagnement spécifique peut parfois être nécessaire, est toujours utile. Fin de la section 2. Début de la section 3. D'aide positive, découverte d'un nouveau mouvement. Depuis quelques années, le mouvement d'aide positive est en effervescence, principalement chez les jeunes. La tendance du moment veut que l'on soit davantage optimiste, en accord avec soi-même sur base de méditation, de yoga, d'alimentation saine. Le principe du d'aide positive semble s'inscrire dans cette mouvance. Être d'aide positive, qu'est-ce que c'est?
Le mouvement dette positive est avant tout un état d'esprit visant à appréhender la mort de façon positive en la désacralisant. En France, la mort est un sujet tabou voire même source de thanatophobie, égale la peur de la mort, alors qu'en Amérique, cela semble se démocratiser. La société en a peur, préfère ne pas l'envisager par souci de se porter l'œil ou de se démoraliser. En effet, bon nombre de personnes vivent aujourd'hui dans le déni, ont une peur bleue de mourir, et paniquent même à l'idée de tomber malade, de perdre un parent. L'être humain sait pourtant que la mort est un passage obligé de la vie, mais il refoule cette peur au fin fond de sa conscience pour pouvoir se lever chaque matin sans angoisser. Être dette positive, c'est donc accepter la mort, en prendre conscience. C'est s'y confronter, en s'informant, en la comprenant, en l'anticipant. Vivre en pensant dette positive, comment cet état d'esprit se manifeste-t-il au quotidien? Bien sûr, vous n'allez pas vous lever chaque matin avec pour objectif principal de parler de la mort tout au long de la journée. Être dette positif, c'est par exemple, parler de la fin de vie avec ses proches ouvertement, sans tabou. Demandez quelle fin de vie votre proche envisage, ce que vous-même vous souhaiteriez pour vous. Ne pas avoir peur de s'informer sur le passage de la vie à la mort. D'une manière très factuelle, mourir, c'est quoi? Quelles sont les étapes de la mort? Quel impact sur le corps? Scientifiquement parlant, que se passe-t-il quand on meurt? Vivre plus intensément. On accepte justement que la mort ne survient qu'une seule fois et qu'elle doit nous pousser à vivre un quotidien plus en accord avec ses valeurs, ses rêves, ses envies profondes. C'est aussi penser à ce que sa mort implique dans la société, les dépenses liées aux obsèques, un service qui n'est pas le même pour tout le monde, la pollution, l'impact sur les proches. L'appréhension liée à la découverte d'une maladie peut être gérée plus facilement, on ne sait que trop peu combien il est important d'être positif, plein d'espoir, pour guérir d'une maladie. C'est donc se confronter à elle, s'informer, étudier toutes les perspectives envisageables. Dans certains cas religion, la mort est aussi synonyme de passage dans l'au-delà et cette idée permet d'appréhender ce moment avec plus de douceur. Agir dette positive, comment répercuter cet état d'esprit sur sa manière d'agir quotidiennement? Vous pouvez déjà, qu'importe votre âge, vous intéresser à la manière dont vous souhaitez finir votre vie, à domicile, en établissement spécialisé, rédiger vos directives de fin de vie, possible à partir de 18 ans, notamment pour les soins à vous apporter quand viendra l'heure, soins palliatifs, soins curatifs, sachez quel type d'hommage vous souhaitez, inhumation, crémation, quel type de cercueil, écologique, en vous rendant chez un professionnel qui sera ravi de vous accompagner, souscrivez un contrat prévoyance obsèques dans le cas où vous souhaitez anticiper ces formalités pour vous soulager vous-même ou vos proches, vous intéressez aux quelques entreprises qui se démocratisent de plus en plus en France bien que timidement, spécialisées dans l'accompagnement en fin de vie, Odelife par exemple, avec ses fiches pratiques, Happy End, qui organise et personnalise des obsèques à l'image du défunt. Il semblerait donc que vivre en étant dette positive s'inscrive facilement dans le quotidien des personnes qui s'y raccrochent, tant sur leur mental que dans leurs actes. La société tend à diaboliser la mort, à la rendre menaçante. Transformer cette peur en une force peut permettre à de nombreuses personnes de vivre plus sereinement. Fin de la section 3. Début de la section 4. Les bases de l'accompagnement du deuil. Le deuil est un processus naturel de cicatrisation qui se fait en nous, garantissant un lien au défunt, intérieur. C'est un temps de réorganisation psychique et relationnelle, intime et sociale, qui correspond au désinvestissement progressif de la relation. Aider un proche en deuil peut être source de crainte et d'interrogation. Que dire? Que ne pas dire? Comment faire? Faut-il parler de la personne décédée? Il n'est pas nécessaire d'être psychologue pour accompagner un proche en deuil. Proposer un espace d'écoute, sans jugement, permet à l'endeuillé de faire le récit des événements, d'exprimer ses émotions et ainsi de se sentir soutenu dans son vécu. Ce positionnement lui permet de rompre avec les sentiments de solitude et d'incompréhension qu'induit le deuil. 3 questions majeures et complémentaires, que tout un chacun peut poser, sont incontournables dans l'accompagnement du deuil. Que s'est-il passé? Accompagner une personne en deuil, c'est l'aider à revenir en détail sur les circonstances du décès. C'est relire avec elle ce qu'il s'est passé avant, pendant et après les événements, et l'aider à mettre en lumière les émotions associées à ces différents temps. Quelle est la cause du décès? Comment l'a-t-elle appris? À quel moment de sa vie? Parfois une personne peut se fixer sur un fait, un geste, qui peut apparaître dérisoire de l'extérieur. Il est essentiel de cheminer à côté de la personne en deuil, à son rythme, et de ne pas avoir de projet pour elle. Quel proche l'endeuil a-t-il perdu? Le décès d'un proche rompt le lien qui était entretenu avec lui. Le deuil est une traversée intrinsèquement solitaire. C'est la relation unique,
telle qu'elle existait, qui meurt en même temps que la personne, expliquant pourquoi un profond sentiment de solitude émerge dans le deuil. Soutenir la personne en deuil demande ainsi de revenir sur ce lien perdu. Qui était-il pour vous? Quelles étaient ses qualités et ses défauts? Qu'est-ce qui rendait cette relation unique? Repérer, accueillir et nommer la souffrance, la colère, la culpabilité, les doutes, les silences, contribue à l'intériorisation du lien au défunt, dans sa complexité et sa richesse. Écouter, sans chercher à consoler pour adoucir les émotions. Il est sain et aidant d'Explorer, parfois encore et encore, ces deux questions. Raconter, se raconter, permet d'apprivoiser les événements et le vécu émotionnel qui s'y rattachent, et ainsi, progressivement, de les intérioriser, de leur trouver un espace intérieur. Cette relecture à distance, cette mise en mots des événements use la charge émotionnelle liée au décès. Elle participe à la cicatrisation du processus du deuil et permet ainsi une nouvelle forme d'attachement au défunt. Où en est l'endeuillé aujourd'hui? La perte d'un proche impacte tous les pans d'une existence. Accompagner une personne en deuil consiste aussi à la soutenir dans la durée sur 5 versants. Où en est-elle physiquement, psychologiquement, socialement, administrativement, spirituellement? Enfin, c'est l'aider à repérer ce qui lui fait du bien, à identifier ses ressources qu'elles soient internes ou externes, sociales. C'est aussi Explorer avec elle ses rituels, qui peuvent évoluer avec le temps. Ces 3 grandes questions ne se posent pas de manière linéaire. Elles aident à circonscrire le processus de deuil, en permettant à l'endeuillé de relier le passé au présent. Progressivement, elles l'aident à entrevoir l'avenir, souvent terrifiant dans un premier temps. Cette posture requiert d'être soi-même disponible, afin d'avoir une juste distance entre son propre vécu et celui de l'endeuillé, comme le soulignait le docteur Michel Hanu, fondateur de l'association Empreinte. Fin de la section 4. Début de la section 5. Films et séries qui traitent du deuil et de la mort. Si la mort et le deuil sont encore des sujets quelque peu tabous dans notre société, l'univers cinématographique aide à réfléchir sur le sujet. En effet, de nombreux films, dessins animés et séries traitent de ces thématiques avec brio. Petit panorama. Des films qui évoquent la mort et le deuil pour commencer. Dans le film Manchester by the Sea, on découvre l'histoire de Licky, après le décès soudain de son frère Joe, est désigné comme le tuteur de son neveu Patrick. Il se retrouve dès lors confronté à un passé tragique qui l'a séparé de sa femme Randy ainsi que de la communauté où il est né et a grandi. Le film Cette vie relate quant à lui l'histoire d'un homme, Tim Thomas, interprété par Will Smith, qui voit sa vie basculer lorsqu'il cause involontairement le décès de sa femme et de 6 autres personnes. Ce dernier, en quête de rédemption, tente alors de changer la vie de cet inconnu. Impossible aussi de ne pas évoquer la saga Harry Potter, dont les 7 chapitres correspondraient aux 7 étapes du deuil vécu par le personnage principal, vis-à-vis de ses parents. Enfin, dans le film Lovely Bone, on découvre l'histoire d'une jeune fille assassinée qui, depuis l'au-delà, observe sa famille sous le choc de sa disparition et surveille son meurtrier, ainsi que la progression de l'enquête. De plus en plus de séries portant sur le deuil, certaines séries traitent magistralement du deuil. C'est le cas de Sorry for Your Loss dans laquelle Lake Chawat est amenée à modifier profondément ses relations avec ses proches lorsque son mari meurt soudainement. De son côté, la série Kidding relate l'histoire d'un présentateur d'une émission pour enfants, Jeff, qui reste pour beaucoup de personnes un modèle de gentillesse et de sagesse. Confronté à une tragédie provoquant l'éclatement de sa famille, ce dernier se retrouve face à la cruauté du monde et voit peu à peu sa santé mentale décliner. Sur un ton humoristique, la série The Atom met en exergue l'amitié qui se noue entre une veuve inconsolable, jouée par Christina Applegate, et une femme libre d'esprit qui dissimule un grand secret, interprétée par Linda Cardellini. Syfy Hinder raconte de son côté le quotidien des membres de la famille Ficey lorsque le père meurt dans un accident, laissant ainsi la direction de sa société de pompes funèbres à ses 2 fils. Enfin, la série Glitch aborde le deuil de manière plus détournée en contant l'histoire de James Hay, un policier local qui enquête sur la réapparition soudaine de 6 personnes présumées mortes en pleine santé, dont sa propre femme. Des dessins animés pour imager la mort et le deuil plus facilement. À côté de cela, la mort et le deuil sont des thématiques pouvant être abordées dès le plus jeune âge, par exemple dans les dessins animés. Citons tout d'abord Le Roi Lion, dans lequel Simba, un jeune lionceau, doit faire face au décès de son père, le roi Mufasa, qu'il a toujours idolâtré. Le dessin animé Bambi relate quant à lui l'histoire d'un jeune enfant, qui, dès le début, devient orphelin après que sa mère ait été tuée par des chasseurs. Plus récemment, le long métrage d'animation Coco raconte l'histoire d'un veuf octogénaire qui, grâce à des ballons gonflés à l'hélium, envole sa maison vers une région d'Amérique du Sud pour accomplir une promesse faite à sa femme décédée.
Dans un style plus différent, il y a aussi Coco, centré sur la DI accent aigu de Los Muertos ou Fête des Morts au Mexique. Au-delà de conter l'histoire de Miguel, un enfant de 12 ans, qui veut à tout prix devenir chanteur, ce dessin animé Pixar invite à réfléchir aux façons bien distinctes des cultures à célébrer leur mort. On y apprend par exemple qu'au Mexique, il n'est pas rare de voir la population manger, danser et chanter sur les tombes des défunts. Fin de la section 5. Début de la section 6. Les besoins psychiques des personnes âgées pour garder le moral. Le temps qui passe peut avoir de lourdes conséquences sur le moral des personnes âgées. Les peurs s'accumulent, le corps se fragilise, l'isolement s'intensifie parfois. Il existe toutefois des remèdes simples pour permettre à nos aînés de garder le moral. 3 facteurs principaux sont à prendre en compte. Explication. Donner un sens à sa vie. L'un des besoins essentiels d'une personne âgée est de donner un sens à sa vie. Déjà, la fin de carrière professionnelle aura marqué un tremplin dans la vie du senior, parfois difficile à accepter. Celui qui avait une utilité sociale se retrouve du jour au lendemain sans activité. Mais lorsque l'âge avance, que le corps se fragilise, les perspectives de projet s'amenuisent. La personne âgée n'imagine plus pouvoir avoir d'objectifs car sa condition physique ne le lui permet plus. Voici quelques idées d'activités à proposer aux personnes âgées en quête d'utilité sociale, d'occupation, de sens plus large à sa vie, se lancer dans un projet associatif, pratiquer des activités en groupe, groupe de lecture, groupe de parole, sport d'où si la condition physique le permet, planifier des événements importants de la vie, anniversaire, vacances en famille, visites, le tout est de donner des objectifs à votre proche. Retrouver confiance en soi. Que se passe-t-il lorsque l'autonomie diminue et que l'on se retrouve dépendant de son entourage ou du personnel médical? Les personnes âgées vivent cette perte d'autonomie comme un retour à l'infantilisation. D'autant plus lorsqu'il s'agit de dépendance vis-à-vis de l'intimité, soins, déplacements. Comment redonner confiance à nos aînés en perte de confiance en eux? Par la communication. Se montrer bienveillant et à l'écoute. Bien que moins autonomes, elles n'en restent pas moins des adultes, dotés d'une personnalité affirmée, d'avis, d'expérience. Ainsi, n'hésitez pas à leur demander conseil, à les faire participer, à demander leur avis sur diverses choses. Il est aussi important, dans le cadre d'une aide extérieure, de toujours demander à la personne âgée ce qu'elle en pense, afin qu'elle ait le sentiment de toujours avoir le contrôle sur sa propre vie. Enfin, de nos jours, de nombreux équipements permettent aux personnes âgées de ne pas avoir besoin d'aide pour les gestes du quotidien. Pensez donc à adapter leur domicile. Ils pourront conserver une certaine autonomie, qui leur donnera confiance en eux. Rien de tel que de réussir à s'adapter à de nouvelles habitudes pour retrouver l'estime de soi. Il en est de même pour les appareillages médicaux, et surtout les aides auditives. Beaucoup de personnes âgées s'isolent en même temps qu'elles perdent l'ouïe. Se sentir protégées plus fragiles, les personnes âgées peuvent se sentir vulnérables. Au quotidien, chez elles, mais aussi en société. Pour cela, l'entourage doit rassurer ses aînés. Être présent pour eux, leur rendre visite, leur proposer leur aide si besoin et sans l'imposer. De la même manière, il est important de sécuriser le domicile de la personne âgée, mettre les objets utiles à portée de main pour éviter les chutes, faire appel à une aide à domicile pour le ménage, trouver des stratagèmes pour que la personne âgée trouve aisément ses clés, les numéros de téléphone de sa famille en cas de souci. Des systèmes téléphoniques existent pour pouvoir contacter les secours facilement et rapidement. Des bracelets et colliers permettent aussi d'appeler les pompiers en cas de chute et d'être géolocalisés. En tant que proche, vous pouvez mettre en place la venue de l'aide à domicile le matin et le soir pour ouvrir et fermer correctement la maison, lever et coucher votre parent en toute sécurité. Fin de la section 6. Fin du podcast, bye bye, ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.